On a travaillé à la fois en Espagne, dans cette région, dans une autre, mais je n'ai pas développé parce que c'est les travaux d'une doctorante qui ne sont pas encore soutenus. Et puis en France, il y a eu un programme de recherche qui nous a permis de mener une étude comparative entre l'Hérault et la région niçoise. Donc on a étudié un certain nombre de cas et il y a un certain nombre de paramètres, par exemple le nombre d'espèces, qui est quand même très variable en fonction justement des pratiques plus ou moins intensives. Des pratiques intensives, par exemple de labour, d'épandage d'herbicides ou de traitements, vont avoir pour conséquence une diminution du nombre d'espèces et également une diminution de la proportion d'espèces qui ont besoin des animaux pour disséminer leurs graines. C'est ce que nous avons observé. Et ça, quelque part, c'est important parce que ça montre aussi la chaîne alimentaire. Hein. C'est-à-dire le fait que ces animaux soient présents et consomment les graines ou en tout cas les transportent. Cela montre qu'on est dans un agroécosystème. C'est-à-dire qu'on a une plante cultivée, on a des plantes compagnes et avec ces plantes compagnes, il y a une série d'animaux qui vivent en interaction. Et ça, on a bien vu la différence en fonction des modes d'agriculture. Alors, étonnamment, vous voyez, ce n'est pas forcément les agriculteurs bio qui nous sont apparus les plus solides. Voilà, enfin, pas les plus solides, mais ce n'est pas forcément uniquement les agriculteurs bio chez lesquels on va trouver plus de biodiversité. Voilà, c'est là, bien sûr, on en trouve, mais ça dépend aussi d'autres facteurs qui tiennent à la conception de l'activité agricole, aux soins qui est apporté aux arbres, par exemple, des agriculteurs, des oliculteurs, par exemple, qui veulent soigner des vieilles variétés, faire revivre, par exemple, des vieilles variétés. Donc cette biodiversité agricole, qui est prise en charge en fait par les oléiculteurs, elle est aussi favorable à la biodiversité en général parce qu'elle va de pair avec des pratiques qui sont très soigneuses. Alors même si, je veux dire, ils vont mettre un petit coup de Roundup juste sur une plante qui les gêne et c'est tout. Donc ils en utilisent quand même du Roundup, mais c'est extrêmement limité. Et pourquoi est-ce qu'ils le font de façon très limitée? Parce qu'ils vous expliquent que ils veulent faire attention à leurs arbres, ils ne veulent pas endommager leurs arbres, utiliser trop la griffe qui pourrait abîmer les racines, etc. Donc vous voyez, l'agriculture bio, c'est une chose, mais il y a aussi finalement d'autres formes d'agriculture, on va dire, qui portent de l'attention au vivant. Est-ce que vous pensez que ces petites exploitations vont mieux résister que ces grandes plaines de monoculture dont vous nous avez parlé tout à l'heure ? Bien, alors avec le changement climatique, on pourrait déjà se dire que, par exemple, l'oléiculture en France, qui est actuellement peu développée et qui a subi, par exemple, des pertes très importantes avec le gel catastrophique en 1956. Donc on est cette fois-ci en limite d'air, hein, en limite de climat. Peut-être que finalement, l'oléiculture pourrait davantage s'y développer et peut-être, par exemple, remplacer une partie de la viticulture qui aujourd'hui est aussi en crise d'un point de vue économique et n'a pas du tout le même impact, un impact beaucoup plus négatif sur la biodiversité. Donc tout à l'heure, j'expliquais que ça risquerait de poser des gros problèmes à mes oléiculteurs andalous. Mais peut-être que cela sera bénéfique aux oléiculteurs provençaux ou héroltais. Heureusement, il y a maintenant des alternatives à des traitements, avec notamment l'utilisation de phéromones qui sont mises dans des récipients à l'intérieur des vergers. On essaye de tester d'autres méthodes de lutte contre cette mouche de l'olivier, mais c'est un véritable problème.